Moi, je pense... Alors, on est tous d'accord ici pour dire que l'argent, il y en a. Si on voulait financer une protection sociale de haut niveau, on voit bien qu'aujourd'hui, on est dans un système économique qui regorge de liquidités, qui regorge d'argent, à tel point que les grandes entreprises et leurs actionnaires ne savent plus vraiment quoi en faire. La question qui est posée à nous, c'est pas tellement de savoir si on peut financer la protection sociale, celle-ci ou une autre, un autre système. C'est plutôt comment on va chercher cet argent. Autrement dit, c'est bien beau d'avoir des idées sur la redistribution fiscale, des projets de réforme fiscale, de tout ceci, tout cela. Comment est-ce qu'on construit le rapport de force sociale qui permet de redistribuer les richesses, de refonder un pacte et une protection sociale de haut niveau pour le XXIe et les siècles suivants. Et donc là, c'est vraiment la question qui me préoccupe, moi. Alors, en tant qu'économiste et en tant que citoyen, en tant que chercheur engagé. Et je pense qu'il faut vraiment élargir la focale. On ne peut pas se contenter de regarder dans le rétroviseur et de se dire il faudrait qu'on réussisse à refaire le coup qu'on a fait en 45. On va pas y arriver. On va pas y arriver parce que alors vous parliez tout à l'heure d'interdépendance entre les... Michel Limousin parlait du fait que les êtres humains naissent interdépendants entre eux. Mais il y a une chose dont on s'aperçoit de plus en plus fortement, c'est que nous sommes aussi interdépendants avec la nature. Et qu'aujourd'hui, nous sommes en train non seulement de briser les possibilités de l'interdépendance à l'intérieur de la société, avec une croissance exponentielle des inégalités de fortune et de pouvoir, qui fait que nous ne vivons plus dans le même monde que les gens qui nous gouvernent. En tout cas, eux ne vivent plus dans notre monde, ils vivent dans un autre monde. Non seulement nous avons donc cette interdépendance qui est brisée par le creusement des inégalités et l'accaparement des pouvoirs, mais nous avons aussi l'interdépendance avec la nature qui est en train de s'effondrer. La nature, elle s'en fiche, mais nous, en tant qu'animaux vivants, faisant partie d'écosystèmes dont nous dépendons étroitement, nous sommes en train de saboter les conditions même de notre survie, ou en tout cas d'une survie décente sur cette terre. Et ça, je pense que ça repose complètement, la question de comment on fait pour construire un bloc social, un bloc historique qui permette de reconquérir des droits, et on ne pourra pas le faire si dans le même moment, dans le même mouvement, on ne reconquiert pas des droits pour les hommes, pour les êtres humains et pour la nature. Et je ne dis pas ça parce que je suis un militant écologiste historique, hein, c'est pas du tout mon cas. Je suis un militant comme vous, formé au marxisme, formé à la lutte des classes, formé à cette tradition-là. Mais je dois constater, je le fais au cours des années récentes, c'est peut-être une conversion, en tout cas je crois que c'est maintenant pour moi une évidence, que nous ne pourrons pas convaincre nos citoyens, nous ne pourrons pas reconstruire une société solidaire et démocratique si nous continuons à piétiner la nature et à la subordonner à nos soi-disant besoins de consommation et de croissance. C'est pourquoi j'ai été un peu gêné par... je pense que Frédéric Roche a fait un bon exposé justement de la manière dont le bloc social qui a constitué la sécurité sociale, la protection sociale dans l'après-guerre a fonctionné. Mais c'était un bloc social autour du prolétariat, avec la paysannerie, avec les couches moyennes intellectuelles, mais autour du prolétariat, et il l'a bien expliqué, du prolétariat comme un rouage, un mécanisme de l'accumulation capitaliste. Le prolétariat comme une force de travail dont on extrait de la productivité pour de la croissance. Et finalement, l'objectif, alors ce qui faisait le compromis social qui a rendu possible cette croissance capitaliste et la construction de cette protection sociale-là, c'était l'idée que nous allons nous affranchir de la précarité et nous libérer de la pauvreté et de notre dépendance par rapport à la nature. Cette idée du progrès technique indéfini qui allait nous émanciper, nous arracher à la dépendance vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la fatalité, hein, finalement de la fatalité de la mort.
Aujourd'hui, d'ailleurs, on a parmi nos élites toute une série de gens qui se fixent vraiment que cet objectif-là, hein, de s'arracher, de s'émanciper de la perspective de la mort, hein, avec les perspectives de transhumanisme, etc. Je vous fais pas, enfin, on n'a pas le temps de développer, mais on a vraiment des choses qui vont radicaliser encore ce rêve, finalement, de l'émancipation, de l'arrachement à la nature. Et le prolétariat participait finalement, en tant que prolétariat, en tant que classe ouvrière prise dans la mécanique de l'accumulation capitaliste, a participé à ce projet et y a trouvé son intérêt pendant un temps. Et ce temps est fini, je crois. Ce temps est fini. Et je crois que nous sommes obligés aujourd'hui de constater que ce n'est pas autour de cette perspective de la croissance des forces productives et de l'accumulation de richesses, fût-elle une accumulation contrôlée démocratiquement, que nous allons pouvoir refonder à la fois un pacte social, un équilibre social et un équilibre avec la nature. Au contraire, tout indique que la poursuite de l'accumulation capitaliste, la poursuite de la croissance des forces productives va se révéler, est en train de se révéler contradictoire avec la survie de l'humanité en tant que collectivité civilisée. Voilà, donc ça oblige, alors vraiment, je m'excuse de poser le débat à un niveau aussi peut-être stratosphérique ou planétaire, mais je pense qu'on est obligé, enfin, voilà, je ne vais pas développer les implications parce que j'en aurais pour des heures, développer les implications de ce que je viens de dire en termes de refondation, de nouvelles alliances sociales entre le salariat, les scientifiques qui jouent un rôle majeur aujourd'hui dans l'alerte et dans la proposition d'alternatives, les associations de défense de l'environnement, les riverains, les habitants. En fait, je pense qu'il faut passer d'un bloc social constitué autour du prolétariat à un bloc social des habitants de la planète, y compris les habitants non humains. Hein, je pense que il faut vraiment réfléchir dans cette perspective-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra aussi reconstruire un rapport de force sociale par rapport à l'oligarchie qui est totalement indifférente au sort de la majorité de l'humanité et des écosystèmes et de la biosphère, hein, qui considère élite, oligarchie, qui considère que de toute façon elle a les moyens de s'en sortir, quelles que soient les catastrophes écologiques, climatiques, qui vont nécessairement advenir dans les décennies qui viennent, elle a les moyens de s'en sortir. Et donc il faut construire un bloc social alternatif à cette oligarchie-là, et qui est sacrément puissante aujourd'hui. Et donc je pense que la protection sociale pour tous, oui, mais ça veut dire pour tous, y compris la nature, y compris les écosystèmes. Et on ne peut plus penser aujourd'hui en termes de protection sociale seulement, en incluant seulement les êtres humains, parce que nous sommes obligés maintenant de redéfinir notre alliance avec l'environnement, avec la nature qui nous permet de vivre. Alors je conclurai, bon, alors, ça paraît peut-être abstrait, donc je vais conclure juste avec quelques indications sur des pistes plus concrètes, plus opérationnelles, qui permettraient de donner plus de vie, plus de chair à ce que je dis là. Par exemple, quand on parle de travail, je pense qu'aujourd'hui on n'est pas face à une disparition du travail, on est face à un émiettement, un émiettement du salariat, une rationalisation, une standardisation du travail, une déshumanisation du travail. Ben, je pense que nous avons besoin de remettre les finalités du travail au cœur du travail, ce qu'on pourrait appeler le travail vivant avec Christophe Dejour, le travail qui nous permet de nous construire en tant qu'êtres humains, dans la coopération avec les autres et avec la matière, dans la résistance de la matière, mais aussi dans la coopération avec elle. Nous avons besoin de mettre les finalités du travail au cœur de l'entreprise. Donc c'est pas seulement... Alors, par exemple, les économistes du PCF parlent souvent des nouveaux critères de gestion qui seraient, par exemple, la valeur ajoutée plutôt que le profit. Bon. Mais je ne crois pas que ce soit ça le problème. Je ne crois pas que c'est maximiser la valeur ajoutée plutôt que maximiser le profit. Ce qu'il faut, c'est que l'entreprise, le travail, soit finalisé par des objectifs
réels, des objectifs qualitatifs, pas des objectifs monétaires ou financiers. Bien sûr, il faut organiser la production rationnellement et pas cumuler des pertes astronomiques. Il faut un équilibre économique. Mais il faudrait que l'entreprise ait des finalités, que le travail ait des finalités qui soient des finalités sociales et des finalités écologiques. Par exemple, on pourrait, alors il y a toute une réflexion des juristes aujourd'hui autour de ça, sur l'entreprise, la mission, l'entreprise à mission, ou l'entreprise avec des objectifs multiples, fixés à chaque entreprise de façon concertée avec les différentes parties prenantes, salariés, mais aussi riverains, mais aussi associations, mais aussi sous-traitants et de la chaîne de valeur, fixer des objectifs qui soient des objectifs qualitatifs, ayant trait à la cohésion sociale, ayant trait à la justice, ayant trait à l'environnement, à l'écologie. Bon. Et que chaque direction d'entreprise soit responsable aussi bien de son équilibre ou de sa rentabilité financière que de ses objectifs écologiques et sociaux. Bon, ça suppose bien entendu un changement de la gouvernance des rapports de pouvoir dans les entreprises, mais déjà dégager cette perspective-là, ça me paraît important. Pour ce qui est de la protection sociale, je pense que la question d'un revenu garanti de haut niveau est tout à fait essentielle. Un revenu inconditionnel, et là je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'inconditionnalité, mais qui ne soit pas un revenu alternatif, enfin un revenu qui soit déconnecté de la participation à la vie commune, à la production, à la reproduction de la société et des écosystèmes. Donc je pense qu'il faut un système de salaire garanti, ce que Bernard Friot appelle le salaire à vie, je suis assez favorable à cette idée, mais avec la possibilité pour les personnes qui n'arrivent pas à s'insérer, ou qui ne souhaitent pas d'ailleurs s'insérer dans une activité productive, la garantie d'un revenu inconditionnel qui leur soit garanti. Donc je pense que nous devons refonder à la fois le travail, donc le travail décent, comme le dit l'OIT, mais pas seulement décent, le travail soutenable. Et donc ça suppose une réorganisation, une refondation non seulement de la protection sociale, mais plus profondément, une refondation de la manière dont nous définissons la richesse et de la manière dont nous produisons la richesse. Définir la richesse, c'est-à-dire encore une fois, pas seulement la richesse financière, l'accumulation, le profit, mais aussi des objectifs impératifs d'ordre qualitatif, résultat d'une délibération démocratique, et puis comment nous produisons la richesse, c'est-à-dire l'organisation du travail dans l'entreprise, la coopération, la participation de tous à la définition des méthodes de travail et de leur organisation. Je crois qu'on a là-dedans, derrière ça, des enjeux à la fois démocratiques, de justice sociale et de soutenabilité écologique qui me semblent incontournables si on veut parler sérieusement de la protection sociale du futur. Je vous remercie.